Bonjour à tous et bienvenue à Sens Politique. Un retour en 2024 pour cette émission où on parle de plusieurs angles politiques, entre autres municipales, provinciales et fédérales, comme vous l'avez vu en 2023. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir pour le premier épisode de l'année 2024 Monsieur le maire Sébastien Dastou, maire d'Amos. Bonjour. Ça va bien, Sébastien? Ben oui, ça va bien, Guylaine. Écoute, l'émission se fait sur 3 volets. Toutes des choses que tu connais. Je m'en vais pas dans tes trucs où que tu serais très émotionnel. Ah, c'est quasiment dommage. C'est dommage. La prochaine fois. Sans parce problème. que tu m'ouvres la porte, là. Alors, premier volet, on va parler de certaines nouvelles. Dernièrement, en fait, à la fin de l'année 2023, tu as été réélu en tant que préfet de la MRC d'Abitibi. Ben oui, pour moi, c'est quand même une grande étape au niveau de mon cheminement politique. D'abord, d'être un maire rural dans la ville d'Amos, c'est déjà quand même quelque chose de particulier, parce que moi, j'habite à Saint-Maurice, qui fait partie d'Amos. OK. Et bon, les gens m'ont quand même fait confiance à quelques reprises, là. Ça, c'est quand même pas banal. Puis en même temps, ben, d'être préfet de la MRC d'Abitibi, représenter l'ensemble des 17 municipalités, pour moi, c'était vraiment important de recréer une cohésion entre le monde rural et le monde urbain. Il y avait quand même des petits accros qu'il y avait eu dans les dernières années et de pouvoir faire le travail de rassembler les gens autour d'un même défi, autour des mêmes enjeux, puis de les porter à Québec dans une vision plus large de notre MRC. Je trouvais ça important, puis 2 ans, c'est tellement vite passé, là. Alors là, j'ai fait 6 ans à la préfecture. À terme, je vais avoir 8 ans de fête. C'est vraiment pas rien. Puis, non, j'ai toujours la même ferveur, la même vigueur. Je suis dans les dossiers, des dossiers qui sont régionaux, mais des dossiers que je porte aussi au national via la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Dernièrement, on a appris comme quoi que il y a Jacqueline Bégin qui te succédait à la présidence de la conférence des préfets. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu voulais partir? Ben, tu sais, ce qu'il y a de fun, là, c'est que quand la CRE a été dissoute, puis qu'on a fondé la conférence des préfets, bon, la conférence des préfets, c'est redéfini, puis on a redéployé quelques petits budgets alentour de tout ça pour s'assurer qu'on allait continuer de faire de la politique municipale comme vigie, tu sais, des différentes politiques, mais d'avoir une région forte. Puis c'est le fun parce qu'on est 5 préfets. Puis là, bon, il y a eu un changement de garde aussi à Val-d'Or, mais ça reste qu'on était 5 préfets qui ont travaillé ensemble au fil des dernières années. Puis on avait une belle cohésion, une belle complicité. Puis ça a grandement facilité mon passage à la présidence. J'ai adoré pendant 2 ans représenter l'Abitibi-Témiscamingue dans des plus grands combats au niveau de l'échelle québécoise. Je pense qu'au niveau média, j'ai eu une belle présence. Je pense que j'ai créé peut-être un petit peu d'espoir. Je suis un peu naïf, hein? J'étais un jeune politicien. Je fais ça sans prétention, puis je fais des erreurs, puis je fais des bons coups, puis c'est toujours un travail d'équipe. Puis au final, j'ai, oui, mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans les 2 dernières années, mais j'ai donc bien aimé ça. J'ai aimé ça, puis je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec mes tripes. Tu sais, moi, j'ai habité au Témiscamingue, j'ai habité à Rouyn-Noranda, fait que je suis né à Montréal, mais je connais la région quand même, puis d'aller... Tu t'impliques dans la région, là. Oui, puis tu sais, puis je le fais avec mes tripes, je le fais avec le mieux de mes connaissances, puis tu sais, ça n'a pas de prix. Fait que la question, est-ce que de passer le flambeau à Jacqueline, c'est un chic type, c'est un ami, puis on le fait sur une base de rotation. Alors, c'est pas tous les préfets qui auront la chance d'être président de la conférence des préfets, parce qu'on le fait pendant 2 ans, puis on est élu dans le monde municipal pendant 4 ans. Là, c'était à Jacqueline, c'était autour d'Abitibi-Ouest. Je suis très content pour lui. Je sais qu'il va faire un bon travail. On va être là pour l'épauler, puis mettre notre expérience à profit. Les dossiers continuent. C'est juste que ça va devenir notre figure de proue, notre visage pour l'Abitibi-Témiscamingue.
Bien sûr, j'aurais fait 2 ans de plus. J'aurais aimé ça faire 2 ans de plus. Tu sais. T'en as pas assez dans tes assiettes, toi, là. Ben, tu sais, c'est tellement vite passé 2 ans, puis je trouve que ça a bien été. On a amené des dossiers à un autre niveau. Toutes les ententes sectorielles qu'on fait, que ce soit en bioalimentaire, qu'on fait en tout cas, on en a développé 4 dans la dernière année. C'est quelque chose qui n'existait pas à la conférence des préfets. C'est un peu technique, là, mais on a un fonds région ruralité qu'on a décidé justement de déployer en allant chercher des leviers financiers ailleurs avec différents groupes d'intérêt. Puis ça va super bien. Ça va bien. Puis je suis très, très, très heureux du travail qui a été effectué. Comment tu penses faire la transition? Tu sais, d'aider justement ton collègue et nouveau président à la conférence des préfets. Cette transition-là, est-ce qu'elle est faite sur quelques mois? À la base, les 5 préfets, on travaille ensemble tout le temps. OK. Donc, on a des ressources très, très disponibles. On a une direction aussi régionale qui est présente avec du personnel qui est là. On a Frédéric, ça fait quand même quelques temps qui est avec nous. J'ai aucune inquiétude de la passation du pouvoir. On s'entend là, que la conférence des préfets, ce n'est pas un organisme qui est reconnu par le gouvernement du Québec. On s'est doté de cet organisme-là parce qu'on souhaitait faire de la concertation régionale, puis on le fait, puis on le fait bien. Alors, entre nous, ben, on sait qu'il y a une personne qui répond aux médias quand vient le temps de parler de notre région. Ça se fait pas tout à fait comme ça dans les autres régions. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on a décidé qu'on voulait travailler ensemble. Puis, ça travaille bien, bien sûr. Jacqueline va intervenir dans la plupart des dossiers. Chaque préfet est souverain dans son territoire de MRC et peut continuer de faire les médias qu'il veut. Je vais être encore sur la place publique, je vais avoir encore des enjeux à défendre, mais quand ça va toucher un petit peu plus la région, quand c'est un dossier qui touche vraiment les 5 territoires, on va relocaliser tout ça vers Jacqueline. OK. Bon, ben merci des informations parce que c'est pas tout le monde qui connaît un peu le domaine municipal et la préfecture et tout ça. C'est un monde, quand on n'est pas là-dedans, ben, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, merci pour les informations. Je pense qu'on a bien éduqué les gens là-dessus. Dernière question à ce sujet-là. Comment est-ce que tu vois la vision de la continuité du leadership régional avec Jacqueline, mais avec tout l'ensemble des préfets? Bon, d'abord, il y a Martin Ferron qui a quitté. Hein. Il a passé le flambeau à Céline Brénamour. Elle a été élue à la préfecture. Donc, sur la table comme telle, dans les 5 préfets, il y aura un changement. Quand même, les 4 autres continuent. Alors, moi, je vois ça vraiment sur un vent de continuité. Jacqueline va toujours pouvoir m'appeler. En même temps, on nomme un vice-président qui va prendre la présidence dans 2 ans. Alors, tu sais, on s'assure vraiment qu'il y ait un suivi. Donc, vous vous préparez à... Oui. OK. Puis bon, c'est sûr que, avec la présidence, j'étais aussi président de la table régionale au niveau du FKIS. Fonds québécois des initiatives sociales. J'étais aussi président de l'Observatoire. Alors, il y aura à redistribuer des tâches régionales. Mais comme tel, j'ai aucune inquiétude pour Jacqueline. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Il a une belle expérience en politique, une belle expérience personnelle en ayant travaillé au ministère des Transports du Québec. Alors, moi, je serai présent. Je vais lever la main. Je vais être là s'il y a besoin de moi. Je vais être comme un bon petit soldat. Puis, on va tout mettre en place là, pour que Jacqueline ait un super mandat pour le bien de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup pour ce premier volet. Nous, on s'en va à la pause. Et ensuite, on va aller voir, on va aller discuter du développement économique et urbanisme. De retour de la pause et nous sommes toujours en compagnie du maire Sébastien Dastou de la ville d'Amos. Alors, Sébastien, dans le deuxième volet, on va parler de ta vision, mais également du développement de la ville. Pour qui tu es maire? Ça fait combien d'années que tu es maire pour la ville d'Amos? Ça fait depuis 8 ans. 8 que je suis ans? maire déjà, oui. Donc, j'entends ma 9e année, mais j'ai été au conseil de ville. Je suis au conseil de ville depuis 2009. OK. Ça fait commence à faire Wow. quelques années, oui. Est-ce qu'il y a un temps limite
à être un maire d'une ville? Pas du tout. Pas En du tout? fait, en politique, on entend souvent parler du président des États-Unis qui, lui, ne peut pas faire plus que 2 mandats. Mhm. Mais dans tous les postes de politique, que ce soit fédéral, provincial, municipal, au Québec et au Canada, il n'y a pas de limite de temps. OK. Wow. Fait que toi, tu as l'intention de rester là pendant longtemps, là, j'ai comme l'impression. Hein? Ben, T'aimes ça, des projets? en date d'aujourd'hui, j'ai pas de plan de carrière parallèle. Mon intention, c'est de me présenter dans 2 ans là, à la mairie pour un autre mandat. Avis à toutes les autres. Maintenant, parlons du développement de la ville d'Amos. Quels sont les grands projets de développement urbain qui s'en viennent? Là? Parce que, bon, là, ça prend des logements, ça prend des logements pour amener de l'immigration ici. Qu'est-ce qui se passe à la ville d'Amos? Ben, tu sais, à la base, là, on est conscient de tout ça, hein, qu'on a besoin de logement. Là, la crise du logement, on en entend parler à l'échelle du Québec, mais nous, on la vit depuis 20 ans, depuis presque même 25 Ah ans. oui? Comment Oui, ça? ben moi, quand je suis arrivé en Abitibi-Témiscamingue, c'est difficile de se loger. Là. On était déjà quasi plein emploi. Pourquoi les gens, comme moi, on est parti du sud de la province pour venir travailler dans le nord? Moi, c'est parce que mon travail s'y prêtait bien. Ça reste que le taux de chômage a toujours été plus bas chez nous à cause du monde minier, entre autres, et du monde forestier. Alors, la crise du logement, d'être à moins de 1 de taux d'inoccupation, c'est une catastrophe parce que ça nous empêche de nous développer. Et souvent, ben, les programmes gouvernementaux pour nous aider à faire du logement social, comme les anciennes HLM, qui n'existent plus d'ailleurs, c'est des programmes qui sont complexes à appliquer puis qui sont difficiles à financer parce que les coûts sont plus élevés chez nous que dans le sud de la province. Souvent, le Québec va faire des programmes mur à mur avec des coûts moyens de logement. Puis nous, ce jour, 25-30 plus élevé. Alors, c'est sûr que ça devient plus complexe. Puis ça donne un peu l'impression qu'on ne se gère pas bien, puis qu'il y a de la collusion, puis des choses comme ça, mais c'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce qui s'en vient? Il faut être positif. D'abord, on a fait une super planification stratégique. Hein. Ça a été lancé il y a maintenant 2 ans. Belle planification stratégique, puis on ne se cache pas là-dedans. Ce qu'on vise pour 2030, c'est d'augmenter de 5 000 la population de la ville d'Amos. Passer de près de 13 500 à 18 500, ça serait un objectif. Est-ce que c'est un objectif réalisable? Ben moi, j'aime mieux qu'on se donne des objectifs ambitieux puis qu'on mette les choses en place. Bon, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? Quand on a déménagé le Canadian Tower, ben, on a investi de l'argent pour faire le déménagement. On voulait que la ville se refasse une beauté. On voulait que la ville... on s'entend, le Canadian Tower, c'était un Canadian Tower qui était... que la population nous demandait là, de faire un effort, puis pour qu'il soit... Déloger puis s'en aller dans plus gros? Oui, puis à la hauteur de la qualité de service qu'on pouvait avoir. Tu sais, le service était, on va se le dire, moribond à l'époque. C'était difficile de véhiculer entre les rangées, puis tout ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour dire, ben on n'est pas un village, c'est une ville. Fait qu'on a réussi à travailler avec les gens qui étaient en place, puis on a développé un nouveau secteur. À ce moment-là, on a développé tout le secteur de domaine Bellevie. Alors là-bas, il y a un potentiel de 425 terrains qui est là. Bon, bien sûr, les rues sont pas loties, les rues sont pas réalisées parce que le promoteur peut changer des choses, même s'il y a des zonages qui sont là. C'est très ouvert. La ville permettrait des choses. Bon, c'est sûr qu'il y a des contraintes de terrain là, qu'il faut tenir compte, mais ça reste qu'il y a un beau développement dans ce coin-là. Dans les dernières années, on a aussi mis de l'argent pour développer des terrains dans le parc de maisons unimodulaires. En arrière du Centurion qui est en train de se construire, il y a des terrains disponibles pour la construction, des terrains qui peuvent être construits très rapidement. En fait, les rues sont faites et les canalisations sont rendues. Alors ça, c'est des terrains qui sont disponibles. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire. Oui, il y a eu un petit engouement au début, mais on s'est rendu compte que c'était difficile à vendre. C'est pas tout le monde qui veut construire une maison unimodulaire. Mais ça reste que c'est une réserve foncière et c'est des terrains qui sont disponibles présentement. À ça, on a décidé de développer Amos S, qui n'est peut-être pas facile à développer parce qu'il y avait des lopins de terre qui appartenaient à différents promoteurs, puis il y avait des lopins de terre qui appartenaient à la ville. Okay. Alors, la ville, on a décidé d'être maître d'œuvre, on a décidé de négocier avec les propriétaires du fonds de terrain, puis on est venu à une
vraiment de quoi d'agressif pour construire des terrains. On a assis tout le monde ensemble, on a dit, écoutez, on va les faire, les chemins, les canalisations, puis quand vous allez vendre vos terrains, bien, on va se repayer parce que nous autres, on y croit au développement. Alors ça, pour l'accès à la propriété, je pense que c'était essentiel. Si tu n'as pas de terrain, tu ne peux pas avoir personne qui se construit. Bon, alors là, je suis très fier de dire qu'il y a 58 terrains qui sont disponibles. On a développé 4 terrains pour faire du haute densité en arrière de la coop IGA Ouest. Qu'est-ce que tu veux dire, faire du haute densité? On parle de des 24 logements, potentiellement 32, Oh, OK. 4 fois. Alors ça, c'est pas du basse densité. C'est vraiment un secteur haute densité. On a acheté le centre entrepreneurial pour se développer, pour attirer... essayer d'appâter le cégep, l'université, mais aussi des développeurs en innovation et en recherche et développement. On travaille le dossier. On a eu de l'argent pour décontaminer les terrains qui sont là. Le projet suit son cours. On a fait 7 terrains dans le parc industriel. Il y a 2 autres phases qui s'en viennent. Alors, des terrains, que ce soit industriel, commercial, commence à en avoir. C'est sûr que tout le monde qui veut avoir un terrain sur un axe prioritaire, comme Arikana Aventure ou comme le Harley-Davidson, il n'y en a plus tellement. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde veut avoir une super belle visibilité. Bon, écoutez, on travaille fort pour essayer d'en développer. Il y a un axe commercial qui pourrait voir le jour, mais encore faut-il qu'il y ait de la demande. On ne peut pas non plus faire des terrains si ça ne se vend pas. Ouais. Alors, à la base, pour attirer du monde, ça prend des terrains. Maintenant, il faut aussi faire du logement. Puis pour faire du logement, bien, il y a plusieurs possibilités. On travaille présentement avec l'université pour faire une résidence de potentiellement 32 logements. Et là, on va vraiment être innovant. Là. Ça va être une entente avec notre office municipal d'habitation. C'est un dossier qu'on prépare, qui n'est pas annoncé, qu'on travaille avec la Société immobilière du Québec. On veut faire aussi du logement abordable. On va terminer le Centurion, qui est du logement social. On aimerait en faire un deuxième. On ne sait pas où encore exactement. Peut-être qu'en arrière de la coop IGA Ouest, ça pourrait être un bon site. Mais lui, on ne veut pas que ça prenne 10 ans pour le construire. Alors, puis encore faut-il avoir les crédits, les subventions, l'autorisation du gouvernement du Québec aussi pour construire dans ce type de construction-là. Mais j'ai des bons échos présentement. OK. Donc, c'est intéressant. C'est quand même excitant, là, tout ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de travail, mais c'est du temps pour accomplir tout ça, là. Donc, est-ce que tu prévois que dans un certain délai intéressant, raisonnable, qu'on pourrait avoir ces bâtiments-là déjà construits au niveau du social, au niveau des grands logements, etc.? Il n'y a rien qui se fait rapidement. Là. Quand ça prend des analyses de terrain, des plans d'ingénierie, d'architecture, construire du logement là, en dedans de 18 mois, c'est très, très difficile. Moi, j'ai bon espoir. D'abord, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cognent à notre porte, là, qui se rendent compte qu'Amos, c'est pas rare que les gens viennent nous voir et qu'on juge qu'il manque à peu près 600 unités de logement présentement. Alors, il y a des entrepreneurs qui ont flairé le potentiel puis ils viennent cogner à notre porte. Il y a des choses que je peux pas mentionner aujourd'hui. Il y aura des annonces là, dans les prochains mois, mais il faut rester positif. Il y a des projets qui sont très intéressants qui s'en viennent. Il y en a qui pourraient se réaliser très rapidement. Je ne peux pas encore là le dire, mais il y en a d'autres là, que c'est du plus long terme, mais on les travaille tous. Okay. On les travaille tous. Puis quand il y a un entrepreneur qui vient cogner à notre porte, on est une ville qui est extrêmement diligente. On fait nos suivis, nos rappels. On ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, des constructeurs du sud de la province, mais aussi de la région. Puis on dit, tabarouette, vous êtes proche de vos entrepreneurs, puis vous êtes en mode solution. Fait que c'est le fun d'entendre ça. Est-ce qu'avec le taux d'immigration qui est quand même assez élevé depuis un certain temps en Abitibi, est-ce qu'Amos a réussi à loger tous les immigrants qui sont arrivés de l'Afrique ou d'ailleurs? Oui, ben en fait, on a logé les gens qui venaient les familles d'infirmières, puis on s'est mis dans l'action pour leur trouver des logements. On a Immeuble Quattro qui était disponible et qui nous a aidés là-dedans. Il y en a d'autres qui nous ont aidés.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais Immeubles Quattro ont aussi rajouté des étages, sont en train de refaire l'enveloppe externe de leur bâtiment. Puis eux, ils sont venus nous rencontrer pour nous présenter un projet là, de plus de 100 unités supplémentaires seulement en ajoutant des étages sur leur bâtiment. Puis nous, Pour du logement. pour du logement. Alors, OK. pour densifier rapidement la ville, c'est quoi qui était super intéressant. Puis là, bon, on est facilitant là-dedans. C'est sûr que, bon, des fois, quand ils veulent faire 2 étages de plus, des fois, là, on dit non parce qu'on ne veut pas créer un stress non plus sur le voisinage, mais ça reste que c'est une très belle méthode pour densifier puis rentabiliser un peu plus là, les unités. Puis aussi, ben, c'est de les remettre à niveau. Très bien. Côté commerce maintenant, tu sais, sur la première ici, est-ce qu'il y a des nouveaux commerçants qui vont s'établir? Tu sais, avec la pandémie, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes, donc on voyait des endroits qui étaient alloués. Est-ce qu'on va finir par avoir plus de commerçants qui vont vouloir s'installer? Ben, tu sais, encore là, oui, il y a eu un grand stress dans le centre-ville, là. On a fait les rénovations du centre-ville avant la pandémie. Ça a eu un impact sur les locataires qui avaient pignon sur rue sur la première avenue. Après ça, il y a eu la pandémie, l'année passée, les feux de forêt. Là, les taux d'intérêt qui sont en train de monter, donc qui amènent un stress sur les gens qui voudraient investir de l'argent. Le contexte n'a pas été beau dans les 4-5 dernières années pour développer le centre-ville. Là, on a provisionné des sous dans le budget là, pour engager une ressource. Il y a un comité de relance du centre-ville que moi, je ne siège pas dessus parce que je ne veux pas être partout, puis c'est correct que je ne sois pas partout. Mais j'ai confiance en tous les organismes qui sont là-dessus. On se fait épauler par Rue Principale, Fondation Rue Principale. Il y a des belles affaires qui émanent de ça. Moi, je pense qu'en 2024, il y aura un super plan d'action qui sera présenté à la population. Déjà, des locales de libre, il n'y en a plus tant que ça au centre-ville. Est-ce qu'on souhaiterait plus avoir du commerce de détail versus des services à la population? Peut-être que oui. D'un autre côté, ben, on souhaite quand même que les locaux soient pas abandonnés. C'est pas étranger au reste du Québec, là. J'ai été me promener dans plusieurs villes cet été. Je parle, vu ma fonction sur le CA de Lyon des municipalités du Québec, je rencontre beaucoup de municipalités qui sont un peu comme la nôtre, puis tout le monde vit ça, là. Les centres-villes sont difficiles à maintenir vivants. Ça prend la population qui se lève, ça prend des activités, ça prend de la beauté. Le monde veut vivre une expérience. Ils ne veulent pas juste aller acheter leur pain puis aller manger leur pain chez eux. Ils veulent vivre une expérience. Et ils sont prêts à payer pour ça. Maintenant, ben, il faut se structurer. On a notre bout de chemin à faire là-dedans. Puis, moi, je suis quand même assez emballé de voir que des locaux, il n'y en a plus tant que ça, là. Est-ce qu'une certaine demande à l'innovation des commerçants ici à Amos, là, parce que avec l'arrivée d'Internet depuis longtemps, il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Internet au lieu de se déplacer puis d'aller dans les magasins ici. Va-t-il y avoir une façon d'innover, comme tu l'as dit, en offrant une expérience, en vivant l'expérience pour arriver à changer l'idée de la personne qui vit ici pour dire, ben je vais acheter ici au lieu de sur Internet. Tu sais, à la base, là, la ville, elle doit mettre un contexte favorable. Puis ces organismes, que ce soit le CLD, la SADC, la Chambre de commerce, il faut que les organismes soient là aussi pour épauler puis aider. Et ils le font bien, là. Ils sont sur toutes les tables, on travaille fort ensemble. Ça reste que il faut que le commerçant, l'entrepreneur ait la volonté de changer les choses. Dans les dernières années, on a mis des fonds disponibles à nos entreprises pour aller vers le numérique. Bon, justement pour faire une espèce de compétition aux Amazones de ce monde, mais c'est des machines extrêmement puissantes là, que Amos ne sera pas capable de renverser, là. Je pense quand même que les commerçants, s'ils ont quelque chose à offrir, pas juste le bien de consommation, mais une expérience de vie, je pense que ça va fonctionner. Encore là, je ne suis pas dans leur peau, je ne suis pas dans leur plan d'affaires. Ça reste que on n'aura pas le choix de migrer vers ça. Donc, être de plus en plus sur le numérique, faire beaucoup de promotions, être proche du client,
avoir un service à la clientèle hors pair, les clients, là, ça ne pardonne pas. Une mauvaise expérience, ça reste longtemps dans l'imaginaire des gens. Mais moi, je pense qu'on veut vivre de belles expériences quand on va magasiner. Maintenant, ta vision, toi, ou la vision de toute ton équipe à long terme sur Amos, parce que là, tu nous as parlé des prévisions, il y en a eu, il y a plein de projets qui ont été créés et ont été réalisés. Maintenant, ta vision à long terme, tu penses quoi? On s'en va vers où? Ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'ambition, là. Puis j'écoute beaucoup la population. Puis, tu sais, des projets, on pourrait en faire 400, là. Si on avait de l'argent, on pourrait en faire 400. Je dirais que présentement, on est prudent. On a fait beaucoup de canalisation dans les dernières années. Le réseau, il était complètement désuet. On faisait des entretiens toujours en urgence. Je n'étais pas très, très fier de la qualité de nos infrastructures qui sont dégradées beaucoup dans les dernières années. Là, on a fait un vrai coup de barre là, massif. On a mis beaucoup d'argent. C'est près de 80 de notre dette présentement. Là. C'est des canalisations et de l'asphaltage. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Là. Cette année, on va faire la 2e avenue. On va faire la 3e phase de la 1re avenue, là, du pont jusqu'au AEW en 2025. Ça, c'est les 2 gros tronçons qui restent. Il en reste d'autres. Là. Rue Trudel est dû aussi à faire. Je ne vais pas me lancer là, dans des projections, mais tu sais, avant de se lancer là, dans des grands projets qui font vivre puis vibrer le monde, là, je vous le dis, il faut consolider puis il faut régler ces dossiers-là. On a aussi le puits municipal va bien. Par contre, le bassin de surpression à côté du SUCO doit être refait. Ça aussi, c'est une priorité. C'est une priorité pour la qualité de notre eau. Puis aussi pour la sécurité des gens, parce que si on n'a pas le bassin de surpression, on n'est pas capable d'atteindre nos mesures d'urgence avec la pression d'eau dans les gicleurs, dans nos camions de pompiers, ces choses-là. Alors, ça, je vous dirais que c'est ma grande priorité. Ensuite de ça, ben, je veux aussi m'assurer que nos infrastructures sont de qualité. Je veux m'assurer qu'ils sont sécuritaires, qu'ils sont bien entretenus. Oui, faire des nouveaux parcs, c'est le fun. Ben, on va travailler sur l'existant. Mais il y a quand même des projets qui s'en viennent. Il y en a quelques-uns. On travaille présentement avec nos agriculteurs pour refaire un marché public permanent. Oh. C'est de quoi qui s'en vient. Ça va être annoncé dans les prochains mois. Pour cette année ou... Il n'y a jamais de projets qui se font. Les projets qu'on fait cette année, c'est des projets que ça fait 3 ans qu'on planifie. Là, je vous dirais qu'on est plus dans le moyen terme. Plus dans le moyen terme. J'espère que ça va être en construction pour que ce soit réalisé pour la saison 2025. OK. Bon. Chalet de la forêt récréative. Ça fait longtemps que le chalet de ski de fond qui est là est désuet. On a un projet avec la MRC. La Ville travaille. Bon, c'est sûr que ça va être un projet ville épaulé par la MRC. C'est un projet qu'on aimerait réaliser dans la mesure où on a le financement du gouvernement. Le plan se tient, le financement se tient dans la mesure où on est capable d'aller chercher une certaine somme. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense qu'il peut se faire à moyen, pas cette année. Là. Juste aller en appel d'offres, il faut faire ça 12 mois à l'avance, construction 12 mois. Mais je pense que ça, c'est un projet qui est réalisable à moyen terme. Quand les gens rêvent d'un soccer synthétique, quand les gens rêvent de plateaux sportifs supplémentaires à polyvalente, ça, c'est du long terme. Ça, c'est du long terme. C'est des choses qu'on a analysées, qu'on a des données avec le centre de services scolaires, mais il n'y a pas de plan de construction de prêt. Il n'y a pas... le financement n'est pas là non plus. Un projet qu'on n'a pas le financement, mais que je veux qu'on réalise aussi, c'est la sécurité de la berge du parc Rotary qui est en train de s'effriter puis de tomber dans la rivière. Pour moi, c'est un désastre écologique, cette situation-là. Et je trouve ça inacceptable. Il y a des frayères à poissons. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est un montant de plus de 2,5 millions. Il faut que je trouve une voie de passage pour aller chercher de l'argent du gouvernement du Québec pour nous donner un coup de main là-dedans. Alors là, je ne vous ai pas parlé de grands projets pour faire rêver notre monde, mais comme je vous dis, là, consolider, relancer le centre-ville, partir le centre entrepreneurial tranquillement, développer du logement, faire nos canalisations, je pense que ça va pas mal nous mener à la fin du mandat. Puis, ben, c'est sûr qu'il faut laisser aussi la chance aux prochains élus. J'aimerais s'en faire partie, mais il faut laisser la chance aux prochains élus de pouvoir mettre leur couleur, leur saveur à la ville.
bien sûr, je serai prêt là, pour le prochain mandat. Est-ce qu'on attend encore d'autres personnes immigrantes provenant de différents pays à Amos? Ben, écoute, c'était super important pour nous d'être dans la deuxième phase avec le CISAT pour faire venir les 15 familles infirmières. Pour l'instant, nous, c'est un succès. C'est un succès. Les gens, moi, quand je les rencontre en ville, ils sont super heureux, ils sont en formation, ils vont commencer à intégrer le marché du travail. Je suis vraiment satisfait du travail terrain qui a été fait. Tu sais, on n'a pas fait une grande campagne pour lever de l'argent comme il y a eu en Abitibi-Ouest. C'est tout à leur honneur, mais nous, on n'a pas eu besoin de le faire. On s'est mobilisé, puis c'est du bénévolat, c'est la ville, c'est la MRC qui a mis l'énergie pour faire le travail. Moi, j'espère qu'on va être dans la troisième cohorte pour en attirer d'autres. On sait dans les projections qu'Amos va manquer d'infirmières plus que les autres territoires. Alors, il faut être dans l'action, mais pour ça, ça va prendre des garderies. Je travaille extrêmement fort pour qu'on puisse avoir une deuxième 80 places d'autorisées. Là, on est en train de faire 15 places dans la garderie Harlequin-Colombine, le dernier CPE. On a un 80 places qui serait semi-autorisé, mais qui n'est pas en appel d'offres encore. Ça branle encore. Qui va être dans Amos S. Moi, je prétends que ça en prend tout de suite un deuxième 80. Alors, tu sais, on travaille en parallèle plein de petites choses comme ça pour s'assurer que quand les gens vont arriver, ben, qu'il y ait des places en garderie, qu'il y ait des logements, puis qu'ils puissent travailler aussi. Là, on va aller parler des défis, des enjeux que la ville peut avoir, mais aussi que les citoyens et les résidents de la MRC peuvent vivre. Entre autres, la médecine, les médecins qui a de plus en plus de médecins qui s'exodent d'Amos, entre autres. Est-ce qu'on voit qu'on va avoir une ruée de médecins qui va s'en venir ici au même titre que les infirmières? Ben, tu sais, présentement, on fait beaucoup de pression pour que le CISAT, depuis que le CISAT a été fusionné, la fibre locale pour attirer des gens, on dirait que la compétition qu'on avait avec les autres villes, on dirait que ça n'existe plus. La compétition se faisait beaucoup par les gens. Un médecin arrivait, il était heureux, il aimait ça, il était bien implanté, puis après ça, il en faisait venir d'autres parce qu'il était fier, puis il développait son unité. Là. C'est ce qui est arrivé à l'époque avec l'orthopédie, avec la chirurgie vasculaire. Alors, ça, on le sent beaucoup moins. On sent qu'on est beaucoup déconnecté des milieux. Puis les universités font beaucoup de spécialités. Bon, la médecine générale, c'est correct, là, puis la médecine familiale, mais ils font beaucoup de spécialités. Puis les spécialistes hyper pointus, ils ont moins leur place en Abitibi-Témiscamingue. Et là, je m'explique. Si un chirurgien orthopédique fait, je sais pas moi, une dizaine d'opérations différentes ou un chirurgien vasculaire fait 4-5 types d'opérations différentes, bien, quand tu es à Montréal puis que tu suis ta formation, bien, souvent, tu vas faire une chirurgie, puis tu vas en avoir assez pour remplir ton carnet d'opérations pour la semaine. Ici, on n'a peut-être pas le volume, mais on a l'opportunité pour que le chirurgien puisse en faire plusieurs. T'sais. Donc d'être agile dans plusieurs types d'opérations. Bon, c'est sûr que les gens du sud de la province ou les gens des universités disent t'aimerais-tu mieux te faire opérer par un médecin qui fait toujours la même opération? Lui, c'est des appendicites qu'il fait, tu sais. Bien, peut-être, sauf que tu veux te faire opérer localement? Que de dépenser des milliers de dollars puis d'aller Il y à a l'argent, Montréal. il y a le temps, il y a l'argent, il y a La famille. fierté aussi d'être dans un hôpital comme Amos. Là. Les gens qui vont dans différents hôpitaux dans le sud de la province, quand ils reviennent ici, souvent, on se rend compte que la qualité des soins est incroyable en région, surtout chez nous. Puis, Pour quelle raison? On a une certaine fierté. Tu sais, la qualité des soins, la proximité des gens, la proximité de notre communauté. Tout le monde se connaît. Fait que tout le monde, on n'est pas servi comme un client, on est servi comme un ami. Là. Autant avec nos pharmaciens qu'avec nos infirmières, qu'avec nos médecins. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas le perdre. C'est déployé en région. On a différents types d'opérations qui se font à Val-d'Or, à Rouen. Bon, c'est sûr qu'Amos fait 50 des opérations de la région. Ça nous prend un bloc opératoire. Je travaille extrêmement fort avec un comité, je dirais un comité citoyen qui craint qu'on perde ces fameux soins-là dans la mesure où on n'a pas de bloc-up neuf.
Présentement, là, le gouvernement a annoncé qu'il allait faire ou qu'il travaillait fort pour refaire l'urgence à Amos. Ça, c'est un très, très, très bon point pour nous, là. La superficie de l'hôpital va doubler. Bon, c'est sûr que ce ne sera En pas hauteur ou en non, largeur? vraiment sur le terrain là, OK. du site. Par contre, oui, l'urgence, c'est une chose, mais ça prend absolument la phase 2 qui est en parallèle présentement, qu'on me dit, mais qui n'est pas autorisée par le gouvernement là, dans des grands investissements. Et ça va prendre absolument des blocs opératoires neufs là, chez nous. Puis je pense que si on est à la fine pointe de technologie, ben, les médecins spécialistes, les chirurgiens, ben, ils vont avoir plus le goût de venir chez nous. Mhm. Et côté médecine familiale, plus de 3000 personnes sont devenues orphelins par rapport à avoir perdu leur médecin familial dernièrement, là, l'année 2023. Est-ce que on va avoir une attractivité pour aller chercher plus de médecins pour aider la population qui ont des besoins? Mais tu sais, à la base, là, on est en communication. Tout ce qui est d'attirer des spécialistes, des médecins de famille, c'est sûr que c'est le CISAT qui doit le faire. Là, moi, je ne connais pas les besoins fins de tout ça, mais on est en communication. Là. Moi, j'ai une très belle relation avec Caroline Roy. On se parle souvent. On aimerait ça qu'elle en fasse plus, mais encore faut-il que les médecins soient disponibles. Puis, il y a toute une question de rémunération puis de distance. Dans ma position, je peux faire des pressions, mais c'est quand même des pressions qui sont limitées. Là. Mhm. Est-ce que on pourrait, tu sais, comme là, on va chercher des infirmiers et des infirmières de différents endroits partout dans le monde. Est-ce qu'on pourrait avoir des médecins éventuellement, tu penses? C'est, la réponse est oui, mais c'est plus difficile à qualifier. Euh, dans notre cursus scolaire, dans tous les disciplines, que ce soit un ingénieur, un notaire, un avocat, un médecin, un chirurgien, il y a des ordres. Et les équivalences, présentement, sont difficiles à obtenir. Fait que c'est sûr qu'un médecin qui arriverait de Mauritanie, qui a une formation en Mauritanie, arrive ici, c'est sûr qu'il faut quasiment qu'il refasse sa médecine au complet. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt comme tel. On est mieux d'en former plus chez nous. Là, tu sais. C'est un peu la même affaire avec les ingénieurs. C'est un peu la même affaire. Bon, les infirmières qui sont déjà formées là-bas, ben, quand ils arrivent ici, ben, ils ont une mise à jour à avoir, mais les qualifications sont moins. La distance entre les qualifications est moins loin un peu. C'est sûr qu'on essaie d'aller chercher des pays un peu plus de francophonie, un peu comme la France en Europe. Ça, c'est sûr que la distance entre notre niveau scolaire et le leur est moins loin. Ça reste qu'on a beaucoup, beaucoup de protectionnistes avec nos ordres. On a beaucoup de protectionnistes avec notre réseau universitaire. On est fiers de notre scolarité. Puis si on donne des diplômes ou des équivalences de diplômes facilement, ben ça vient dire qu'on n'est peut-être pas aussi meilleur que les autres que ça. Fait que si on est dur avec nos étudiants québécois locaux qu'on forme, il faut aussi être dur avec ceux qui arrivent. Là. Bon, Oui. encore faut-il être raisonnable là-dedans puis que la formation soit adaptée. On parle toujours d'enjeux, mais on va exclure la santé. On en a parlé quand même pas mal. Est-ce que tu vis d'autres enjeux au travers de ton mandat à la mairie là, dans la ville d'Amos? Oui, il y a toujours des enjeux. Je dirais que l'enjeu majeur qu'on a, c'est de se faire reconnaître comme région typiquement différente des autres. Tu sais, nous, on est tout le temps sujet au mur à mur. Là. Le gouvernement, dans sa bonne volonté d'être équitable, va faire des lois, des règlements, des mesures, des critères dans des programmes. Puis à Québec, assis dans un bureau, tu as l'impression, wow, c'est bon pour tout le monde, c'est correct. Tu sais, tout le monde va avoir un montant d'argent sur ça. Sauf que quand tu arrives sur le terrain, là, ben nous, là, on vit de quoi de différent d'ailleurs. On est différent. Les contraintes de terrain sont différentes. Les temps pour pouvoir faire des rénovations ou des nouvelles structures, c'est pas le même. Là. On a des hivers qui sont plus difficiles que le reste de la province. Déneiger nos chemins coûte plus cher. Tu sais, puis ça, il faut toujours le répéter. Je suis tout le temps en train de me battre avec les différents ministères parce que ils n'ont aucune compréhension de ce qu'on vit, de ce que nos entrepreneurs vivent, de ce que notre administration vit, de ce que nos citoyens vivent aussi. Puis c'est beau ce qu'on a là en région, c'est beau ce qu'on vit, nos 4 saisons, puis tout ça, mais ça a un coût. Et ça, faut vivre avec, mais en même temps, il ne faut pas non plus être faut que le gouvernement le reconnaisse.
Est-ce que vous êtes en lien, en relation, dirais-je, avec la MTQ, justement, pour les routes de l'Abitibi? Parce qu'il y a quand même un bureau qui est ici. Ils sont quand même des gens intelligents. Ils savent quel état que les routes ont. Donc, ils sont en lien avec le gouvernement direct. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, tu sais, est-ce que vous êtes en mesure de faire réagir ou faire comprendre ou amener plus rapidement à réaliser les projets des routes? Il y a un rapport qui est sorti qui disait que 65 des routes asphaltées étaient désuètes ou avaient besoin d'amour en Abitibi-Témiscamingue, puis que c'était la région qui était le pire au Québec, là. J'avais pas besoin de ce rapport-là pour le savoir, là. Puis les gens locaux du MTQ, que ce soit à Amos, que ce soit à la direction régionale à Rouyn-Noranda, sont tous très conscients de tout ça, là. Il n'y a pas personne qui a de mauvaise foi là-dedans, là. Moi, dans le dernier mois et demi, j'ai rencontré la ministre, Mme Guilbeault, au moins une ou deux fois, peut-être 2 fois. J'ai rencontré sous-ministre à 2 reprises. Ici, à Québec, j'ai rencontré Philippe Lemire, qui est le directeur régional, à plusieurs reprises. Mes équipes sont en communication avec eux. Tu sais, la population met beaucoup de pression sur des tronçons qui ne m'appartiennent pas. T'sais, moi, je peux même si ça coûte cher, quand on a une problématique qui est sur notre réseau, ben on fait un règlement d'emprunt, on emprunte de l'argent, puis on répare ou on refait le tronçon. Mais quand c'est un tronçon du MTQ, ben là, on tombe dans les normes du MTQ, la vitesse du MTQ, puis tu sais, à part faire des représentations, puis le rapport du coroner, c'est pas beau ce qui est sorti là, sur la 6e rue. On a eu un décès, on n'en veut pas de décès. Oui, ça va prendre de l'éclairage. Oui, ça va prendre... Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on en veut un trottoir. Là, mais parce qu'à un moment donné aussi, il faut que physiquement, ça soit possible de le faire. Puis mon rôle, c'est pas toujours évident parce que quand la population me rencontre, que ce soit au Tim Hortons, que ce soit au déjeuner, n'importe où, Monsieur le maire, ou même sur les médias sociaux, parce que j'interagis beaucoup avec les gens sur Messenger, mais tu sais, Monsieur le maire, quand vous attendez pour faire ça, je les rencontre, les gens, là, on les fait les rapports, les comptes rendus, puis on va cogner à la porte à Québec, là, mais à un moment donné, là, je suis une municipalité qui a des règles municipales puis qui gère le monde municipal dans son carré de sable. Là. On en a déjà plein nos bottes, puis le gouvernement nous en rajoute tout le temps. Et puis, si tu me donnes la chance, là, je vais m'en aller vers quelque chose qui nous rajoute qui fait pas de sens non plus. Ben, vas-y. Je te laisse le micro. Je pourrais te parler tellement longtemps. T'sais. Mais tu sais, c'est... présentement, là, on est... je me plais à dire qu'on est souverain. T'sais. On est élu au même titre que les députés, au même titre que le gouvernement, puis qu'on a notre carré de sable. Puis le gouvernement du Québec nous met beaucoup de contraintes, beaucoup de suivi, des audits, la commission municipale, de la reddition de comptes. Pour avoir 1 million de subventions sur un projet de 5 millions, il faut quasiment investir 200 000 en paperasse pour réussir à avoir le million. Tu sais, on n'est plus efficient là, dans ce qu'on fait. Puis, pour protéger quoi? Protéger qui? Protéger le public. Tu sais, si le monde ne sont pas contents de notre gestion, il y a des élections. Tu sais. Puis, il n'y a rien de pire que de se faire dire par Raymond Chabot, Grant Thornton, sur une enquête sur la reddition de comptes, là, que chaque MRC du Québec, présentement, il y a 7 employés à temps plein juste pour faire de la reddition de comptes à Québec. 7 employés par MRC. Qui lit ça, cette reddition de comptes-là à Québec? Pour lire 7 employés à temps plein qui fait de la reddition de comptes par MRC, ça en prend 7 à Québec qui la lit, là, puis qui donne de l'information à quelqu'un, là. Je trouve ça inacceptable et on en ajoute tout le temps. Là, on veut nous ajouter des indicateurs qui vont devenir des indicateurs de performance. Tu sais, faut faire confiance aussi. Là. On est des gouvernements de proximité. On est là de bonne foi. On le fait avec nos tripes, avec notre cœur. Ça se peut qu'il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés avec d'autres gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral avant. Je ne suis pas là pour juger du passé. Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi donner du lousse. Là. Je t'arrête là-dessus. Tu as besoin d'une gorgée d'eau. Nous, on s'en va à la pause. Puis après ça, on va continuer la discussion avec Sébastien Dassou, maire de Ville-d'Amos, où on va aller parler de gouvernance et justement de reddition.
De retour en studio avec le maire Sébastien Dastou. Alors, on parlait justement de reddition. On continue là-dessus parce que justement, on va parler de gouvernance et de reddition. La transparence et la reddition des comptes sont un élément crucial pour maintenir la confiance des citoyens. Alors, comment est-ce que la Ville d'Amos s'engage-t-elle à assurer cette transparence dans ses activités et de rendre des comptes de manière efficace et de l'utilisation des ressources publiques? À la base, là, on rend des comptes à la population avec nos budgets, avec nos plans triennales d'investissement. On est audité par des firmes comptables à chaque année. On a des séances qui sont rendues publiques, en direct. Les gens peuvent nous poser des questions. On a beaucoup de demandes d'accès à l'information. Tu sais, je pense que le lien avec la population va s'améliorer en les faisant participer aux décisions. Puis ça, on a un plan de match là-dessus. Ça faisait partie de notre planification stratégique. On va mettre des choses en place. Oui, pour relancer le centre-ville avec la population, mais aussi pour les impliquer un peu plus dans nos décisions. Ça, c'est de quoi qui s'en vient. Maintenant, la reddition de comptes aux citoyens, j'ai pas peur de ça. Ça me fait plaisir de le faire. J'ai aucun scrupule à ça. Mais c'est parce que tu n'as rien à cacher. J'ai rien à cacher. Mais de me faire... Puis je connais très bien les dossiers aussi. Des fois, je vais dire des chiffres. Là, des fois, je suis peut-être un petit peu à côté, mais je suis pas loin. Puis j'en mène pas mal des dossiers. De le faire aux citoyens, j'ai pas de problème avec ça. Mais de le faire au gouvernement du Québec, là, parce qu'ils veulent nous materner, là, ça m'horripile. Parce que là, je ne suis pas en train d'utiliser mes forces vives, je ne suis pas en train d'utiliser mon monde pour leur fournir des services. Je suis en train d'essayer de dire au gouvernement, oui, on fait ça correct. Là. Puis moi, là, quand j'ai un audit, là, puis que j'ai sorti mon avis public une journée trop tard là, par rapport à ma séance, là, ça ne change rien dans la protection du public. Là. Ça ne change absolument rien. Là. Ça n'a pas... S'il y a quelqu'un qui n'est pas content là-dedans, là, il va venir nous le dire, puis on va relancer. Là, mais ça n'a pas d'impact sur la protection du public. Mais là, je suis obligé de faire des... C'est pas moi qui ai fait, là, mais c'est mon équipe. Là. Je suis obligé de faire un plan d'action annuel à cause d'un écart dans les 5 dernières années. Un plan d'action annuel pour leur dire qu'on est capable de compter jusqu'à 7, là, puis qu'on va compter jusqu'à 7 pour être sûr que l'avis public sorte 7 jours avant. Tu sais, à un moment donné, là, on est en train de s'infantiliser. On est en train de s'assimiler là-dedans. Puis ça, c'est parce qu'il y a une méfiance. Puis il faut que ça cesse, ça. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis que tu es en mandat comme maire? Ben, tu sais, autant j'entendais notre premier ministre dire qu'il allait diminuer la reddition de comptes et je suis convaincu qu'il le désire, autant ce qui se passe sur le terrain, c'est une couche supplémentaire à toutes les fois. Tu sais, je suis ingénieur de formation. Pour moi, des indicateurs de performance en usine, ça fait du sens. Là. On ne veut pas qu'il y ait d'accidents, on met des indicateurs de performance, puis on regarde notre suivi, puis tout ça. Mais l'usine pour laquelle tu travailles, ben, elle va choisir ses indicateurs de performance, puis elle va travailler ses faiblesses. Là, le gouvernement nous lance via la commission municipale des affaires, at large, puis là, ben, ils font des super rapports qui ne veulent pas dire grand-chose, qui ne protègent pas plus le public, qui ne nous forcent pas à s'améliorer, puis qui nous font faire de la paperasse. Et ça, je décris ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis tu sais, j'ai pas de problème, moi, à ce que si le gouvernement nous dit voici les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, on ne veut plus agrandir les périmètres urbains, puis vous allez nous faire la démonstration que vous créez des unités à l'intérieur de votre périmètre urbain avant qu'on vous en donne d'autres. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis très à l'aise à lui faire la démonstration. Ça va nous permettre d'améliorer notre compréhension de notre développement. Mais encore là, vient jouer sur comment nous, on est prêt à gérer notre ville. Tu sais, des fois, on regarde là, en superficie, là, mais les canalisations, je veux bien faire un 125 logements, là, mais si ma canalisation est capable de prendre 4 logements, bien là, c'est une ligne au complet. Là. Ça, ben, quand tu regardes la superficie là, en urbanisme, là, tu ne sais pas ce qui se passe en dessous. C'est les travaux publics. Là. Et à Québec, ils le savent encore moins. Là. C'est ça. Parce qu'ils ne viennent pas voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Non, puis c'est pas deux affaires. Mais mettez-nous pas des indicateurs de performance, dites-nous pas quoi faire si vous n'avez pas l'information puis les données. De toute façon, c'est pas
à eux autres de gérer ça. Tantôt, tu nous as parlé comme quoi que tu voulais aller vers l'aide des citoyens à décider, à prendre des décisions avec, justement, votre équipe. On va parler, justement, de l'implication citoyenne qui est essentielle à une gouvernance inclusive. Donc, comment est-ce que tu penses, toi et la Ville et ton équipe, comment est-ce que vous pensez encourager cette participation citoyenne-là? Comment ça va se faire? Bien, ça va se faire. On a un plan d'action, on a un plan de match, là, puis vous allez voir ça en 2024. Là, mais de relancer le programme des façades, là, ben, c'est de dire aux gens, prenez en main, on veut vous orienter un peu les endroits qu'on aimerait qu'ils soient revalorisés. Ça fait partie un peu de la participation citoyenne. On a relancé aussi notre montant en développement économique. On a un montant d'argent, puis on fait partie de la solution. Si vous avez des projets, c'est innovant, venez nous voir. On va, si on est en mesure de vous donner un chèque, on a des critères établis. Tu sais, ça aussi, ça existait. On l'avait arrêté dans les dernières années à cause de la pandémie. Là, on le relance. C'est quelque chose qui fait que le maire, l'administration, les conseillers municipaux sont plus proches des projets terrain. On sent qu'il y a un engouement, puis on voit un peu plus les projets se définir et s'établir. Bon. C'est sûr que les gens sont hyper occupés. Hein? Les gens sont bien occupés, puis on veut essayer de le faire du bénévolat. Donc, on a un plan d'action aussi pour améliorer le sentiment d'appartenance à la ville et pour qu'ils puissent s'impliquer dans la ville. Ça c'est un moteur, économique, qui est hyper important. Puis, tu sais, la fierté de mettre l'épaule à la roue, pour moi, ça, c'est important. Puis, il y a aussi, dans le processus décisionnel, bien, c'est sûr que d'avoir des consultations. Présentement, là, on parlait du marché public. Bien, on a fait des consultations avec les organismes. Là, on fait des consultations présentement pour élaborer le projet avec les différents usagers qui vont être là, parce que ça ne sera pas qu'un marché public, mais on est en train de définir le projet avec les agriculteurs qui vont être là. Ça, c'est de la consultation publique. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Je pensais que tu allais nous le dire. Ben non. Ça va pas assez proche. Hein? Maintenant, écoute, l'heure avance. C'est très intéressant, tout ce que j'entends. C'est allumant. Je pense que pour un citoyen qui habite ici à Amos, pour lui, là, il doit avoir hâte à tous ces projets-là de voir ça parce qu'ils veulent voir leur ville fleurir, s'épanouir, etc. En parlant de fleurir, l'année dernière, tu attendais une audit pour les fleurons. Est-ce que vous avez eu votre cinquième fleuron? Pour la deuxième, ben, en fait, on avait réussi à passer de 3 fleurons à 4 dans l'ancienne mouture. Mm-hmm. Puis cette année, on a été réaudité. Et ça, c'est un audit qui me fait plaisir parce que ça vient nous comparer avec d'autres municipalités, puis on a été classé encore 4 fleurons. Alors, l'audit a été vraiment positif. Il y a encore des points à améliorer. Okay. Il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec là, qui sont 5 fleurons. Je pense pas qu'il faut tendre vers ça. De toute façon, on n'a pas un climat qui est facile pour des super belles fleurs, tout ça. Puis, crème qu'on a une belle ville. Là. Sérieusement, là, j'essaie d'en faire des plates-bandes chez nous, puis je trouve ça difficile par rapport à quand j'habitais dans le sud de la province. Fait qu'imaginez à l'échelle d'une municipalité, ben, c'est sûr que j'aimerais ça, là, que nos commerçants, nos citoyens en fassent un petit peu plus. C'est souvent ça qui... Ce qu'on nous dit, c'est que la ville, elle, ses infras, ses bureaux, tout ça, ses locaux, ça va bien. Il manque un petit quelque chose dans le reste de la ville. Là. Une touche de plus à fleurir. Bon, on a essayé l'année passée de faire un petit concours. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire d'autres concours? Comment est-ce qu'on peut essayer d'aider les gens? C'est des choses qu'on aimerait faire dans les prochaines années. Maintenant, la promotion de l'engagement civique est un aspect clé d'une communauté dynamique. Alors, quelle stratégie spécifique la Ville déploie-t-elle pour encourager l'engagement des citoyens dans les décisions municipales? Bien, présentement, c'est déjà difficile d'attirer les gens en politique, là. De mettre le temps, l'effort, l'énergie, la compréhension. Je pense qu'à la base, en tant que maire, il faut que je sois un bon, valeureux soldat qui est sur le terrain et qui dit aux gens, écoutez, là,
c'est le fun d'avoir de la compétition, c'est le fun d'avoir du sang neuf. Il va y avoir des élections dans 2 ans, commence à y penser. Ça fait partie de mon rôle de leadership. Puis que ce soit contre moi, que ce soit contre un conseiller municipal, là, c'est la politique là, de façon générale. Là. Moi, je pense que la politique est importante au Québec. Tous les niveaux de politique sont importants. Puis, il faut intéresser nos jeunes. C'est pas rare que je vais faire des présentations dans des écoles, dans des classes, quand je suis invité pour aller parler de politique, aller parler de ma ferveur, ma vigueur, mon cheminement aussi, qui est quand même atypique puis pas banal. Là. Et de dire aux gens, tu sais, c'est possible. Souvent, je rencontre des jeunes, ils ont 24, 26 ans, ils commencent des professionnels, puis ça, puis ils me disent, tu sais, j'ai jamais pensé que c'est de quoi qui était accessible. Là. C'est sûr, quand tu habites à Québec, ça peut peut-être être considéré comme pas mal plus difficile. La structure est plus difficile aussi. Mais je vais dire à Amos, tu as le goût de t'impliquer. Là, lève la main. Il y a possibilité de s'impliquer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut stimuler les gens? Bien, il faut les reconnaître, il faut les encourager, il faut être présent, il faut être sur le terrain. Il faut faire des bons coups aussi. Il faut faire des bons coups puis valoriser nos bons coups. C'est quand on fait des... parce que c'est difficile, la politique. Là. J'ai plusieurs collègues présentement qui sont soit en arrêt de travail pour maladie. Il y en a beaucoup, là, la nouvelle garde, là, qui trouvent ça très dur. Il faut essayer de ramener ça à... Tu peux pas tout changer du jour au lendemain. Moi, je viens du privé, là, puis j'ai fait des ulcères d'estomac au début parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Là. Moi, pour ça, je disais, là, quand j'ai 400 projets dans la tête, j'en parle de 3-4. J'y vais par attrition parce que je vais me rendre malade. Là. Et c'est pour ça que je garde ma santé mentale très saine parce que j'ai appris au fil des années à pas en prendre plus qu'il faut, puis à y aller le plus raisonnable et responsable, avec la capacité que les gens peuvent adhérer au changement, que la capacité de la ville de pouvoir investir dans les projets, puis de ne pas être gêné de dire aux gens, regarde, ça là, c'est un beau projet, là, mais on ne peut pas le faire pour X raisons. Que ce soit des contraintes budgétaires, environnementales, physiques, ou seulement de priorité. T'sais. Puis c'est important de le dire. Faut pas faire. C'est beau faire rêver les gens. Je veux que le monde rêve, qu'il soit fier, qu'il soit heureux, mais il ne faut pas non plus créer un trop grand rêve puis de la déception. Mm-hmm. C'est très bien dit. Pourquoi tu penses qu'il y a un déclin des gens que la politique, pour eux, là, ils n'ont plus le goût d'aller voter, ils n'ont plus le goût de s'impliquer, ils n'ont plus le goût d'être nécessairement dans des partis quelconques ou même municipales, de s'en désintéresser? Qu'est-ce que tu penses que... Toi, ça fait 8 ans. Qu'est-ce que tu vois au fil de ces 8 ans-là? Je dirais que ça fait 15 ans si on considère mes années de conseiller municipal aussi. Là. Mais tu sais, c'est... Je pense qu'il y a eu un renouveau. Là. Il y a des nouveaux maires. On a fait beaucoup de promotions au niveau de l'Union des municipalités du Québec puis de la Fédération québécoise des municipalités pour essayer d'attirer des femmes, des jeunes en politique. Je pense que les campagnes ont payé. Ça a été intéressant. Je pense qu'il faut quand même être honnête avec les gens pour leur dire, avant de s'embarquer là-dedans, dans quoi qu'ils s'embarquent. Avec les médias sociaux, avec la proximité des gens. Tu sais, là, on est fafounes proche du pied du citoyen. Là. Il faut quand même avoir une certaine carrure. Il faut être capable de se détacher de ça puis de se dire, écoute, moi, j'ai mis mes tripes à la table, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Là. Je peux pas en faire plus que ça. Et j'ai le sentiment, si j'ai pas le sentiment du devoir accompli, bien, j'ai le sentiment d'avoir tout fait ce que je pouvais au moins. Alors, moi, je me sens comme ça. Et je le fais par intérêt puis par volonté de participer à la chose politique, de participer à laisser quelque chose. Parce qu'on s'entend qu'on le fait pour les citoyens, on le fait pour les gens. Moi, j'ai aucune... malgré le fait que c'est pas parfait, puis malgré le fait qu'on a fait des moins bons coups, puis on a fait des bons coups, je ne suis pas gêné de mes bilans. Je ne suis pas gêné de mes équipes. Autant à la MRC qu'à la Ville, je suis très, très fier de ce qu'on a fait. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, on ferait tout pareil? Peut-être pas. Mais ça reste qu'il faut donner la chance aux gens. Puis il faut donner la chance aux gens, puis il ne faut pas... des nouveaux politiciens, il ne faut pas être trop dur avec eux autres non plus. Il faut leur laisser le temps de se faire une espèce de petite carapace. Les gens sont émotifs là-dedans, puis ils veulent le bien. Là.
Ils veulent pas mal faire. Je ne crée pas ça, moi, que du monde qui font de la politique pour mal faire. Moi, je ne crée pas ça. Non, mais c'est parce que c'est quand même un milieu qui est difficile, parce que tu as toute une population qui te juge au travers de tout ce que tu fais, là. C'est extrêmement difficile. C'est... Faut que tu formes ta... Tu sais, comme tu le dis, il faut former notre carapace, mais il faut avoir une santé mentale parfaite, là. Parce que recevoir des méchancetés parce que tu as fait un mauvais coup, c'est dur sur le mental. C'est extrêmement dur. Puis souvent, les gens vont faire de la politique avec leur échelle de valeur. Puis il y a beaucoup de politiciens qui arrivent en politique pour faire des changements drastiques qui n'ont pas nécessairement le contrôle. Et c'est là que c'est là qu'il faut que tu réalises que tu n'es peut-être pas assis dans la bonne chaise, là. Il faut que tu choisisses son niveau. Tu sais, le fédéral a ses responsabilités, le provincial a ses responsabilités, puis le municipal a ses responsabilités. Même si, des fois, je fais beaucoup de médias, puis j'ai l'air du grand Manitou, je peux pas tout changer, puis je suis pas gêné de le dire. Tu sais. Oui, je peux faire des pressions, mais mes interactions ont des limites. Mes conseillers municipaux, leurs interactions ont des limites. Mes DG, mes équipes de travail aussi. Mais on fait tous le mieux qu'on peut, puis je suis très à l'aise là-dedans, puis j'ai pas de gêne à le dire. Maintenant, ben, c'est sûr que comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'intéressent? Bien, il faut que les gens aient l'impression qu'on fait des changements en les écoutant. Puis comme je répétais tantôt, c'est important aussi de leur donner les raisons pourquoi on ne peut pas faire ce qu'ils nous demandent. Tu sais, je ne suis pas gêné de le dire. Il y a eu un des gros dossiers présentement, puis c'est un dossier environnemental. Puis tu sais, je ne suis pas un écologiste pur laine, là, mais je suis très sensible au changement climatique. Je suis très sensible à l'écologie, la qualité de notre eau, la qualité de notre air. Je suis très sensible à tout ça. Puis présentement, là, il y a le grand plan de la biodiversité 2030. Là. Puis là, bon, à la COP, on entend parler de ça. Puis là, tout le monde signe des résolutions. Puis on n'a pas de plan d'action. On ne sait pas ça va être quoi l'implication des municipalités versus les implications du gouvernement provincial et fédéral. On lui demande de signer des réseaux comme de quoi qu'on adhère à ça. Je regrette, mais je ne signe pas de chèque en blanc. Je fais de la politique en connaissance de cause. Je suis prêt à mettre des plans d'action en place, mais on va mettre l'énergie aux bons endroits si les sommes suivent aussi. S'il n'y a pas d'argent qui arrive, ben demandez-moi pas de virer la ville à l'envers. Là. Surtout si ça ne vient pas de moi, puis ça vient des différents gouvernements ou des volontés internationales. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci de nous avoir éclairés sur ta vie en politique, parce que c'est pas toujours le cas où les gens, quand ils jugent, parce qu'ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe en arrière de la scène. Alors, merci. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé l'ensemble des informations. Écoutez, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, ça, que tu nous as livré aujourd'hui. Alors, nous, la semaine prochaine, ben, on se revoit pour un autre épisode. Puis la semaine prochaine, on change ça. On ne parle pas de ville, on parle de syndicalisme. Alors, on a bien des choses à dire là-dessus. Alors, merci à vous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.